Dehors. J'ai dit dehors. La voix de Brigitte était aussi tranchante que le diamant qui brillait à son doigt. Elle pointait la porte massive du manoir, son visage une caricature de colère froide. Face à elle, Élise, vêtue de son simple uniforme d'infirmière, se tenait pétrifiée, les larmes aux yeux, serrant contre sa poitrine un petit sac en toile. C'était tout ce qu'on lui laissait après 5 ans de dévouement. Son monde venait de s'écrouler en moins de 10 minutes. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. Nous sommes de presque à 1 million d'abonnés et chaque clic nous rapproche de ce rêve. Et pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir à quel point notre communauté est internationale, de Paris à Abidjan, de Montréal à Bruxelles. Savoir d'où vous venez rend notre connexion encore plus réelle. L'histoire se déroule dans l'un des quartiers les plus riches de Paris, dans un manoir où même les murs semblaient respirer la richesse et la solitude. Élise, une jeune femme de 24 ans au cœur immense, n'était pas une simple employée. Pendant 5 longues années, elle avait été bien plus qu'une infirmière pour M. Dubois, le propriétaire millionnaire. Elle avait été ses yeux quand sa vue baissait, ses mains quand les siennes tremblaient. Et surtout, son unique confidente, dans une vie remplie de succès mais vide d'affection sincère. Elle lui lisait le journal chaque matin, partageait avec lui des repas simples qu'elle préparait elle-même et écoutait pendant des heures ses récits d'une vie d'aventure. Il l'appelait Mon rayon de soleil et lui avait promis de s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien. Mais les promesses des mourants sont souvent balayées par la cupidité des vivants. Moins de 24 heures après le dernier souffle de M. Dubois, sa nièce Brigitte et son fils Jérôme avaient fait irruption dans la maison comme des vautours. Brigitte, une femme élégante d'une 50aine d'années, dont le cœur était aussi froid que les pierres précieuses qu'elle portait, n'avait jamais rendu visite à son oncle de son vivant. Jérôme, son fils, un jeune homme arrogant d'environ 25 ans, passait son temps à filmer la scène avec son smartphone, un sourire narquois aux lèvres. Il diffusait tout en direct sur Instagram. Regardez ça, mes amis, disait-il à ses milliers de followers. On est en train de démasquer l'infirmière profiteuse. Elle pensait toucher le jackpot, mais la famille veille. Chaque mot était un poignard dans le cœur d'Élise. Elle n'avait jamais pensé à l'argent. Son chagrin pour la perte de l'homme qu'elle considérait comme un grand-père de substitution était réel et profond. Brigitte agita un document sous le nez d'Élise. Voici le testament de mon oncle. Un testament officiel, signé il y a une semaine. Il lègue l'intégralité de sa fortune à sa seule famille, moi et mon fils. Ton nom n'apparaît nulle part, ma petite, tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien d'autre qu'une employée. Élise secoua la tête, incrédule. Ce n'est pas possible. Monsieur Dubois il m'a dit qu'il avait tout arrangé, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Le rire de Brigitte résonna dans le grand hall. Il était vieux et sénile. Il disait n'importe quoi. Les gens comme toi sont doués pour manipuler les personnes vulnérables. Mais c'est terminé. D'un geste brusque, elle arracha des mains d'Élise un petit cadre en argent posé sur une commode. C'était une photo d'elle et de M. Dubois, souriant lors de son dernier anniversaire. Sans une once d'hésitation, Brigitte le jeta dans la cheminée où crépitait un feu. Le verre éclata et le papier commença à noircir, emportant avec lui le seul souvenir tangible de leur affection. C'est à ce moment-là que Jérôme zooma sur le visage en larmes d'Élise. Oh, regardez, elle pleure. Des larmes de crocodile. Mettez des cœurs brisés dans les commentaires si vous pensez qu'elle mérite ce qui lui arrive. Les notifications affluaient sur son écran, un torrent de haine anonyme qui se déversait sur Élise. Les 2 gardes de sécurité, des hommes qui lui avaient
toujours montré du respect, se tenait près de la porte, le visage impassible, évitant son regard. Ils avaient reçu leurs ordres. Brigitte lui jeta alors un petit sac en toile vide. Prends ce dont tu as besoin pour une nuit. Demain, nous ferons brûler le reste de tes affaires. Je ne veux plus aucune trace de toi dans cette maison. Sous le regard de la caméra de Jérôme et des yeux impitoyables de Brigitte, Élise monta en tremblant dans sa petite chambre de bonne. Elle y mit quelques vêtements, sa brosse à dents et le vieux stylo plume que M. Dubois lui avait offert quelques semaines plus tôt, en lui disant « Garde-le précieusement. L'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire. » Lorsqu'elle redescendit, Jérôme avait terminé son direct. Il la regarda de haut en bas, un air de dégoût sur le visage. « Alors, c'est tout ce que tu prends. Je suis déçu. J'espérais te surprendre en train de voler l'argenterie. » Il la poussa légèrement vers la sortie. « Allez, ouste. Le spectacle est terminé. » La lourde porte en chêne se referma derrière elle avec un bruit sourd et final, la laissant seule sur le perron sous une pluie fine qui commençait à tomber. Les lumières chaudes du manoir semblaient se moquer de sa détresse. Elle avait tout perdu, son travail, son logement, sa dignité et le souvenir d'un homme qu'elle avait aimé comme sa propre famille. Elle sortit son vieux téléphone pour appeler son unique ami, mais la batterie était vide. Elle était complètement seule. Elle pensait avoir tout perdu ce soir-là. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le petit sac qu'elle serrait contre sa poitrine, au milieu de ses quelques affaires, M. Dubois lui avait laissé une dernière chose. Pas de l'argent, non. Pas un bijou. Quelque chose de bien plus puissant, caché à la vue de tous. Une arme secrète pour que la vérité éclate au grand jour. La partie ne faisait que commencer. La pluie glaciale de Paris semblait vouloir laver les rues chics du 16e arrondissement, mais elle ne pouvait rien contre la souillure qui venait de s'abattre sur la vie d'Élise. Trempée jusqu'aux os, elle marchait sans but, le bruit de la porte du manoir se refermant sur son passé résonnant encore dans sa tête. Les vitrines luxueuses des boutiques de l'avenue Victor-Hugo la narguaient, reflet d'un monde qui venait de la rejeter avec une violence inouïe. Avec les quelques billets que M. Dubois lui avait donnés la semaine précédente pour s'acheter une petite douceur, elle trouva refuge dans un modeste hôtel près de la gare Montparnasse, une chambre si petite que son lit touchait presque le mur d'en face. L'épuisement et le chagrin eurent finalement raison d'elle, et elle s'effondra dans un sommeil agité, hanté par le visage souriant de Jérôme et le rictus méprisant de Brigitte. Le lendemain matin, une faim tenace la tira de sa torpeur. Le monde semblait gris et hostile. Elle se rendit dans la boulangerie la plus proche, l'odeur réconfortante des croissants chauds lui rappelant les matins heureux passés avec M. Dubois. Elle choisit un pain au chocolat et tendit la carte bancaire que le vieil homme lui avait confiée pour toutes les dépenses de la maison, une carte de débit liée à un compte qu'il avait spécialement ouvert pour elle. « Refusé », annonça la boulangère avec indifférence. Élise essaya de nouveau. « Refusé, je vous dis. » Gênée, elle fouilla dans son sac et paya avec ses dernières pièces. À peine sortie, son téléphone, qu'elle avait pu recharger pendant la nuit, vibra. C'était un SMS de sa banque, un message automatique, froid et impersonnel. Votre carte terminant par 4826 a été bloquée à la demande du titulaire principal du compte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre agence. Le souffle coupé, elle comprit. Brigitte n'avait pas attendu. Elle ne s'était pas contentée de la chasser. Elle était en train de l'étrangler financièrement, de couper un à un tous les fils qui la reliaient à sa vie d'avant. Pendant ce temps, au manoir, l'ambiance était à la fête. Jérôme, jamais à court d'idées pour son public Instagram, avait lancé une nouvelle série de stories intitulée « Opération Grand Nettoyage ». Il se filmait, hilar, entrant dans l'ancienne chambre d'Élise. « Alors les amis, c'est ici que logeait la petite profiteuse. On va désinfecter tout ça, » disait-il en faisant un clin d'œil à la caméra, sous les yeux approbateurs de sa mère, qui sirotait du champagne dans l'encadrement de la porte. Il commença à jeter les quelques affaires d'Élise dans de grands sacs poubelles noirs. Un modeste pull en laine,
quelques livres de poche, un petit carnet. Tout y passait. La story suivante le montrait devant les poubelles sur le trottoir. Et voilà, la page est tournée. Place à la vraie famille. Dites-moi en commentaire ce qu'on devrait faire de cette chambre. Un mini-bar? Une salle de jeu? Les réponses fusaient, toutes plus cruelles les unes que les autres, applaudissant l'humiliation publique d'une inconnue. Les jours qui suivirent furent une lente descente aux enfers pour Élise. Sans argent et sans personne vers qui se tourner, elle fut forcée de quitter le petit hôtel. Grâce à une vieille annonce, elle trouva une chambre de bonne sous les toits d'un immeuble du quartier de Belleville. La pièce était minuscule, avec un matelas posé à même le sol, une unique ampoule qui pendait du plafond et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Le froid et l'humidité s'infiltraient de partout. La pluie, le stress et la mauvaise alimentation eurent raison de ses forces. Une fièvre violente s'empara d'elle, la clouant sur son matelas pendant 2 jours, grelottante, seule, avec pour seule compagnie le bruit des gouttes d'eau tombant dans un seau qu'elle avait placé sous une fuite du plafond. Le désespoir était un poison qui s'insinuait dans ses veines. Elle avait l'impression que Brigitte et Jérôme avaient gagné, qu'ils l'avaient effacée du monde. Au 3e jour, la fièvre ayant légèrement baissé, elle trouva la force de s'asseoir. Elle vida son petit sac en toile sur le sol, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui redonner un semblant d'espoir. C'est alors que le stylo-plume, offert par M. Dubois, roula sur le plancher. Elle le ramassa. Il était lourd, bien plus lourd qu'un stylo ordinaire. Elle se souvint de ses paroles. « Garde-le précieusement ». En le faisant tourner entre ses doigts fiévreux, elle sentit une fine jointure près de l'extrémité. Par curiosité, elle tira dessus. Avec un léger déclic, le corps du stylo se sépara en deux, révélant non pas une cartouche d'encre, mais un connecteur USB en métal brillant. Son cœur s'arrêta une seconde. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une simple fantaisie, un gadget, ou était-ce un message? Une nouvelle énergie la parcourut, chassant la maladie et le désespoir. Elle devait savoir ce que contenait cette clé. Elle n'avait pas d'ordinateur. Rassemblant ses dernières mailles et forces et les quelques euros qui lui restaient, elle enfila son manteau et descendit les 6 étages. Elle trouva un petit cybercafé sombre et bruyant, rempli de jeunes jouant à des jeux en ligne. D'une main tremblante, elle paya pour 30 minutes de connexion, s'installa devant un vieil ordinateur et inséra la clé USB. Une fenêtre s'ouvrit sur l'écran. Elle ne contenait qu'un seul fichier, un fichier vidéo. Son nom était simple, mais il fit monter les larmes aux yeux d'Élise. Pour mon rayon de soleil, MP4. Le cœur battant à tout rompre, elle plaça le casque bon marché sur ses oreilles et double-cliqua sur l'icône. La vidéo se lança. L'image était nette. Elle montrait le visage fatigué, mais incroyablement lucide de M. Dubois, assis dans son fauteuil préféré, dans la bibliothèque du manoir. Il ne regardait pas sur le côté. Il regardait droit dans l'objectif, comme s'il la regardait droit dans les yeux, à travers le temps et l'espace. Elle n'en croyait pas ses yeux. L'homme qu'elle pleurait était là, devant elle, sur le point de lui parler d'outre-tombe. Il prit une profonde inspiration et ses lèvres s'entr'ouvrirent pour prononcer les premiers mots. Ce qu'elle allait entendre dans les prochaines secondes n'allait pas seulement changer sa vie, mais allait déclencher une tempête dont personne, et surtout pas Brigitte et Jérôme, ne soupçonnait la puissance dévastatrice. Mon cher rayon de soleil. Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. La voix de M. Dubois, bien que faible, était chargée d'une clarté et d'une tristesse qui transpercèrent le cœur d'Élise. Sur l'écran de l'ordinateur du cybercafé, le vieil homme la fixait avec une affection paternelle. « Je sais que Brigitte et Jérôme t'ont probablement fait du mal. Je connais leur cupidité. Elle est sans fond, comme un puits sans eau. C'est pour cela que j'ai préparé un plan, Élise. Un plan pour te protéger et pour leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Il marqua une pause, reprenant son souffle. « Le testament qu'ils t'ont montré est un faux. Une mise en scène que j'ai moi-même orchestrée pour les piéger. Le vrai testament,
Le seul qui compte est en sécurité. Mais pour y accéder, tu auras besoin d'aide. Contacte Maître Lefebvre. C'est mon plus vieil ami et mon avocat le plus fidèle. Son nom n'est pas dans mon carnet d'adresse officiel. Cherche dans le livre que je t'ai offert pour ton anniversaire Le Comte de Monte Cristo, page 342. Son numéro est là. Fais-lui confiance, Élise. Il détient la première pièce du puzzle. Et souviens-toi, la patience est la clé de la vengeance. La vidéo s'arrêta, laissant Élise seule avec le bruit des clics de souris et des explosions virtuelles qui l'entouraient. Les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient plus des larmes de chagrin, mais des larmes de rage et de détermination. De retour dans sa chambre misérable, une nouvelle force l'animait. Elle sortit le seul livre qu'elle avait pu emporter, ce fameux Comte de Monte Cristo. Elle tourna fébrilement les pages jusqu'à la 342e. Là, écrit d'une main tremblante au crayon à papier, se trouvait un numéro de téléphone. Elle composa le numéro depuis une cabine téléphonique pour ne laisser aucune trace. Une voix grave et posée répondit. « Maître Lefebvre à l'appareil. » D'une voix hésitante, Élise se présenta. « Je m'appelle Élise. Monsieur Dubois m'a dit de vous appeler. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis la voix de l'avocat s'adoucit. « J'attendais votre appel, mademoiselle. Votre ami a tout prévu. Retrouvez-moi demain à 10 heures au café Le Procope. Venez seul. » L'espoir, fragile mais tenace, commençait à renaître dans son cœur. Pendant ce temps, la vie de Brigitte et Jérôme était une fête perpétuelle, généreusement documentée sur Instagram. Ils avaient organisé une vente aux enchères privée de certains objets d'art de M. Dubois, récoltant des millions d'euros en une seule soirée. Jérôme publia une story le montrant en train de sabrer une bouteille de champagne à 2000 euros sur le pont du yacht de son grand-oncle, rebaptisé pour l'occasion le Vautour. Brigitte, quant à elle, faisait la une des magazines People, posant dans le manoir et donnant des interviews sur la douleur de perdre un être cher et la lourde responsabilité de gérer un tel héritage. Leur arrogance était sans limite. Ils se sentaient invincibles, persuadés d'avoir réussi le coup parfait. Ils ne se doutaient pas une seconde que dans l'ombre, la jeune femme qu'ils avaient écrasée et humiliée était en train de rassembler les pièces d'un puzzle qui allait provoquer leur chute. La rencontre avec Maître Lefebvre fut une révélation. C'était un homme d'une 60aine d'années, au regard vif et à l'élégance discrète. Il lui expliqua le plan machiavélique de M. Dubois. « Votre ami était un stratège brillant, dit-il en sirotant son café. Il savait que sa famille tenterait de tout vous prendre. Il a donc créé un faux testament, si convaincant qu'ils y ont cru. Il a même laissé traîner des indices pour les mener à ce faux document. Pendant ce temps, il a méticuleusement préparé sa contre-attaque. » L'avocat sortit de sa mallette une enveloppe scellée. « Voici la deuxième pièce du puzzle. M. Dubois a installé des caméras et des micros miniatures dans toute la bibliothèque, là où il passait le plus de temps. Il a enregistré toutes ses conversations avec Brigitte et Jérôme durant les dernières semaines de sa vie. Le disque dur contenant ces enregistrements est caché dans un coffre-fort à la banque. Ceci, dit-il en lui tendant l'enveloppe, est la clé du coffre. Mais il y a un problème. Le coffre est au nom de M. Dubois. Pour l'ouvrir, il nous faut un certificat de décès et une preuve que vous êtes l'exécutrice testamentaire. Ce que nous ne pouvons pas encore prouver. Nous devons les amener à faire une erreur. Une erreur qui nous donnera une ouverture. » Le plan était risqué, mais Élise était prête à tout. Maître Lefebvre lui donna un peu d'argent, une avance sur vos futurs honoraires, dit-il avec un sourire complice, ce qui lui permit de quitter sa chambre insalubre pour un petit studio plus décent. Il lui donna également un nouveau smartphone, équipé d'une application d'enregistrement de haute qualité. « Soyez prudente, mais soyez prête. Leur arrogance sera leur perte. » La prophétie de l'avocat ne tarda pas à se réaliser. Quelques jours plus tard, Élise reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était Brigitte. Sa voix était faussement mielleuse.
Élise, ma chère, j'espère que vous allez bien. Écoutez, mon fils et moi organisons une petite soirée commémorative en l'honneur de mon oncle. Un événement très chic avec toute la haute société parisienne. Nous nous disions que, eh bien, vous qui étiez si proche de lui, vous pourriez peut-être nous donner un coup de main. Élise sentit le piège se refermer. Un coup de main. Oui, avec le service. Nous manquons de personnel. Ce serait une belle façon de lui rendre un dernier hommage, non. L'humiliation était palpable. Il ne voulait pas l'honorer, il voulait la parader comme un trophée, la serveuse déchue. C'était l'erreur qu'elle attendait. Bien sûr, madame, ce serait un honneur. Le soir de la réception, Élise enfila un uniforme de serveuse noir et blanc, le cœur battant la chamade. Elle plaça son nouveau téléphone dans la poche de son tablier, l'enregistreur audio activé. Le manoir était méconnaissable, rempli de gens riches et bruyants qui n'avaient jamais vraiment connu l'homme qu'ils prétendaient célébrer. Elle servait des coupes de champagne et des petits œufs fours, le visage neutre, ignorant les regards curieux et les chuchotements. Puis, au milieu de la soirée, Jérôme, un peu ivre, l'attrapa par le bras devant un groupe de ses amis. « Regardez qui est là, notre petite infirmière préférée. N'est-ce pas ironique? Il y a un mois, elle se croyait la reine du château, et maintenant, elle nous sert à boire. » Ses amis rirent grassement. Élise ne dit rien, laissant l'enregistreur tourner. Jérôme se pencha vers elle, son haleine sentant l'alcool. « Tu sais, tu devrais nous remercier. On t'a évité de te ridiculiser. Le vieil homme était complètement sénile à la fin. Il voulait tout te donner. Tu imagines? Des années de patrimoine familial gaspillées pour une petite arriviste. Heureusement que maman et moi avons su le convaincre de signer le bon papier au bon moment. Il ne savait même plus ce qu'il faisait. » Il éclata de rire, un rire gras et satisfait. C'était plus qu'un aveu. C'était la clé, la preuve irréfutable de l'abus de faiblesse. Élise sentit le téléphone vibrer légèrement dans sa poche, confirmant que l'enregistrement était bien sauvegardé. Elle avait maintenant tout ce qu'il lui fallait. Le moment de la vérité approchait, et la chute de Brigitte et Jérôme serait aussi spectaculaire que leur ascension avait été cruelle. L'enregistrement audio de la confession ivre de Jérôme était une bombe atomique, et Élise le savait. En quittant la réception cette nuit-là, elle ne ressentait plus l'humiliation de son rôle de serveuse. À la place, une froide détermination s'était installée en elle. Elle marcha jusqu'au pont des Arts, le cœur de Paris battant autour d'elle, et envoya immédiatement le fichier audio à Maître Lefebvre, via une application de messagerie sécurisée. Elle ajouta un simple message « Je crois que nous avons ce qu'il nous faut ». La réponse de l'avocat fut quasi instantanée. « Magnifique. C'est plus que ce que j'espérais. Ne faites rien. Attendez mes instructions. Le piège est presque prêt à se refermer. » Pour la première fois depuis des semaines, Élise sentit qu'elle n'était plus une victime flottant à la dérive, mais une chasseresse qui attendait patiemment son heure. Cependant, Brigitte et Jérôme, grisés par leur succès et leur impunité apparente, n'avaient pas l'intention de la laisser en paix. Pour eux, la soirée n'avait été qu'un avant-goût. Le véritable coup de grâce restait à venir. Le lendemain, alors qu'Élise commençait à peine à reprendre espoir, un huissier de justice frappa à la porte de son modeste studio. Il lui tendit une mise en demeure officielle. Brigitte l'accusait de harcèlement et de tentative d'extorsion, affirmant qu'Élise la contactait sans cesse pour réclamer de l'argent. Le document stipulait qu'elle avait 48 heures pour signer un accord de confidentialité s'engageant à ne jamais plus parler de la famille Dubois, en échange de quoi sa générosité lui accorderait une somme dérisoire de 5 000 €. Si elle refusait, Brigitte la poursuivrait en justice pour diffamation et ruinerait la moindre chance qu'elle avait de retrouver un jour un travail d'infirmière. C'était un coup bas, une tentative de la bâillonner définitivement. Élise transmit immédiatement une photo du document à Maître Lefebvre. « Ne signez rien, » lui répondit-il. « C'est la panique. Ils sentent que quelque chose ne va pas et ils essaient de couvrir leurs arrières. » « C'est parfait. Mais le pire était encore à venir.
L'arrogance de Jérôme avait atteint un nouveau sommet. Il décida que la simple expulsion ne suffisait pas. Il voulait détruire ce qui comptait le plus pour Élise, sa réputation et sa vocation. Utilisant les millions de l'héritage, il engagea une agence de nettoyage de réputation en ligne. En quelques jours, des articles de blog anonymes et des faux témoignages apparurent sur Internet, décrivant Élise comme une infirmière incompétente et manipulatrice, l'accusant d'avoir négligé d'autres patients par le passé. Ils allèrent même jusqu'à créer de faux profils sur les réseaux sociaux qui laissaient des commentaires négatifs sur les pages des hôpitaux où elle avait travaillé. C'était une campagne de dénigrement vicieuse et calculée, conçue pour la briser professionnellement et psychologiquement. Le coup de téléphone de son ancienne superviseure à l'hôpital fut le coup le plus dur. « Élise, je suis désolée », lui dit la femme d'une voix pleine de pitié. « Avec toutes ces accusations qui circulent, même si je sais qu'elles sont fausses. La direction a décidé de suspendre votre licence à titre conservatoire. Nous ne pouvons pas prendre de risques. » Élise s'assit sur son lit, le téléphone glissant de sa main. Il lui avait tout pris, son foyer, sa dignité, et maintenant, son métier. Elle était au plus bas. Dehors, elle semblait vaincue, une ombre d'elle-même. Mais à l'intérieur, le feu de la justice brûlait plus ardemment que jamais. Chaque nouvelle attaque n'était qu'un clou de plus dans le cercueil de Brigitte et Jérôme. C'est alors que Maître Lefebvre la rappela. Sa voix était électrique. « Élise, c'est le moment. Ils ont fait l'erreur fatale. Brigitte vient de déposer une demande officielle auprès de la banque pour accéder au coffre-fort de son oncle. Elle a utilisé le faux testament et un certificat de décès. Elle pense y trouver des titres et des bijoux. Elle ignore qu'elle est en train de nous donner la clé de sa propre prison. Le plan de M. Dubois était d'une ingéniosité diabolique. L'accès au coffre nécessitait 2 autorisations, celle de l'exécuteur testamentaire et celle de la banque. En se présentant avec le faux testament, Brigitte allait non seulement prouver qu'elle était en possession d'un document frauduleux, mais elle allait aussi permettre à Maître Lefebvre, en tant qu'avocat de la succession, de demander un inventaire complet du contenu du coffre en présence d'un notaire. Le rendez-vous est fixé pour après-demain à 14 heures, dit l'avocat. Elle a invité son notaire personnel, pensant que ce sera une simple formalité. Elle ne sait pas que je serai là aussi, avec le vôtre. Et surtout, elle ne sait pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. La dernière pièce du puzzle était sur le point d'être mise en place. Ce soir-là, alors que Brigitte et Jérôme célébraient leur victoire imminente dans un restaurant 3 étoiles sur les Champs-Élysées, publiant des photos de homards et de champagne avec la légende « À notre avenir doré », Élise était assise dans son studio, le calme avant la tempête. Elle tenait dans ses mains une vieille photo d'elle et de M. Dubois, prise dans le jardin du manoir un après-midi d'été. Ils riaient tous les deux. « Je tiendrai ma promesse », murmura-t-elle à la photo. « Ils apprendront ce que signifie vraiment le mot « justice ». Elle ouvrit son ordinateur portable et regarda une dernière fois les fichiers qu'elle avait rassemblés avec l'aide de Maître Lefebvre. La vidéo de M. Dubois, l'enregistrement de la confession de Jérôme, les relevés bancaires montrant les dépenses extravagantes, les captures d'écran des stories Instagram, la mise en demeure, les articles diffamatoires, tout était là, sauvegardé sur un cloud sécurisé, prêt à être déchaîné. Elle savait que la journée du surlendemain serait la plus difficile de sa vie. Elle devrait affronter ses bourreaux, regarder leurs visages se décomposer en direct. Elle devrait supporter leur haine et leur incrédulité. Elle se sentait petite et seule face à leur puissance et leur argent. Mais en pensant au sourire bienveillant de M. Dubois et à l'injustice qu'elle avait subie, elle puisa une force insoupçonnée. Ce n'était plus une question de vengeance personnelle. C'était une question d'honneur, de vérité et de respect pour la mémoire d'un homme bon. Le masque de la famille parfaite, aimante et endeuillée allait enfin tomber. Et la chute serait brutale, publique et inoubliable. La veille du rendez-vous à la banque était empreinte d'un calme électrique, le genre de silence qui précède un orage dévastateur. Pour le monde extérieur,
Élise était une femme brisée. Elle ne répondait plus aux appels, ses volets restaient éclos. Elle jouait son rôle à la perfection. Mais à l'intérieur de son petit studio, une véritable salle de guerre avait été mise en place. Maître Lefebvre était venu en personne pour finaliser la stratégie. Sur la petite table basse, les pièces du puzzle étaient méthodiquement disposées. Des copies des documents, une tablette affichant l'arborescence des fichiers audio et vidéo et 2 téléphones prépayés pour communiquer en toute sécurité. L'avocat était impressionné par le sang-froid de la jeune femme. Le feu de l'épreuve l'avait transformée. La timide infirmière avait laissé place à une stratège implacable. L'essentiel est de les laisser s'enfoncer, expliqua Maître Lefebvre en ajustant ses lunettes. Demain, à la banque, je provoquerai un conflit juridique sur la validité de leur testament. Cela nous donnera le prétexte légal pour exiger l'ouverture immédiate du coffre en présence des 2 parties et de leurs notaires respectifs, comme le veut la procédure en cas de litige. Ils ne pourront pas refuser, ils sont trop sûrs d'eux. Ils penseront que c'est le dernier soubresaut d'une perdante. Il lui tendit une petite oreillette discrète. « Mettez ceci demain. Je pourrai vous guider si nécessaire. Mais votre rôle est simple. Restez silencieuse. Ayez l'air vaincu. Votre silence sera notre meilleure arme. Laissez leur arrogance parler pour eux. » Pendant ce temps, au manoir Dubois, l'ambiance était à l'euphorie. Brigitte et Jérôme considéraient l'ouverture du coffre comme le couronnement de leur victoire. Ils étaient vite convaincus d'y trouver des lingots d'or ou des actions au porteur, les derniers trésors cachés du vieil homme. Jérôme, fidèle à lui-même, préparait déjà le terrain sur Instagram. Il posta une photo de lui, en costume sur mesure, devant l'imposante façade de la banque avec la légende « Jour J, on récupère les derniers trésors de famille. Certains vont pleurer demain en voyant ce qu'ils ont raté. Héritage, justice, famille avant toute. » Ce hashtag « Famille avant toute » était d'une ironie si cruelle qu'il en devenait presque comique. Dans leur esprit, la petite infirmière était déjà de l'histoire ancienne, une note de bas de page dans leur glorieuse ascension. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les dindons de la farce, marchant joyeusement vers le four de Noël. Le plan de Maître Lefebvre ne se limitait pas à la simple révélation. Il voulait un anéantissement public et total. Il avait contacté en secret une journaliste d'investigation réputée pour son intégrité, une femme nommée Cécile Moreau. Il lui avait transmis, via un canal crypté, un dossier complet contenant toutes les preuves, à l'exception de la vidéo finale de M. Dubois qu'il gardait comme coup de grâce. Il lui avait simplement dit « Soyez demain à 14h30 devant la banque. Vous assisterez à la chute d'une des familles les plus respectées de Paris. Lancez votre direct dès que vous me verrez sortir. » Cécile Moreau, sentant le scoop de l'année, avait mobilisé son équipe. Un caméraman serait sur place, prêt à diffuser en direct sur le site web de leur journal national. La nuit fut longue pour Élise. Le sommeil ne venait pas. Les visages de ses bourreaux dansaient dans son esprit. Elle se remémorait chaque insulte, chaque humiliation. Le souvenir de la photo brûlée dans la cheminée, la froideur du SMS de la banque, la voix méprisante de Jérôme lors de la réception. Ces souvenirs n'étaient plus des sources de douleur, mais le carburant de sa résolution. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel commençait à peine à pâlir à l'est. Le lever du soleil sur les toits de Paris n'avait jamais semblé si porteur de promesses. Ce n'était pas seulement un nouveau jour qui se levait, c'était une nouvelle vie. Elle prit une profonde inspiration. La peur avait disparu, remplacée par une certitude glaciale. Elle allait honorer la mémoire de l'homme qui avait cru en elle. Le matin du jour J, Brigitte commit sa dernière et peut-être sa plus grande erreur. Se sentant absolument intouchable, elle envoya un SMS à Élise. Un message destiné à être le clou final sur son cercueil. « Juste un petit mot pour te dire que nous pensons à toi aujourd'hui, alors que nous allons enfin prendre possession de ce qui nous revient de droit. J'espère que tu as apprécié tes 5 000 € de compensation. C'est plus que ce que tu vaux.
Ne nous contacte plus jamais. » Élise lut le message, un léger sourire aux lèvres. Sans répondre, elle fit une capture d'écran et l'envoya à Maître Lefebvre avec un seul mot. Arrogance. La réponse de l'avocat fut tout aussi laconique. Parfait. C'est la cerise sur le gâteau. Ce SMS serait la preuve de la préméditation de leur harcèlement et de leur tentative d'intimidation. À 13h30, Élise quitta son studio. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une robe simple et sombre, des chaussures plates. Elle voulait avoir l'air sobre, presque effacé. Elle voulait que tout le contraste vienne de la vérité qu'elle s'apprêtait à révéler. En arrivant près de la banque, elle aperçut de l'autre côté de la rue la journaliste Cécile Moreau, qui discutait discrètement avec son caméraman. Ils firent semblant de ne pas la voir. Tout était en place. Maître Lefebvre l'attendait déjà à l'intérieur, dans le hall majestueux de la banque privée. Elle prit une dernière, profonde inspiration. Dans quelques minutes, elle allait entrer dans la salle du conseil, où son destin et celui de ses tortionnaires allèrent se jouer. Dans quelques heures, leur monde de mensonges, de luxe et de cruauté allait s'écrouler comme un château de cartes. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La salle du conseil de la banque privée était un sanctuaire de silence et de luxe discret. Des boiseries sombres, un tapis épais qui étouffait le bruit des pas et une longue table en acajou poli comme un miroir. Brigitte et Jérôme étaient déjà installés, flanqués de leur notaire, un homme au sourire obséquieux. Ils affichaient une assurance triomphante, échangeant des regards complices. Quand Élise entra, suivie de Maître Lefebvre et de son propre notaire, un silence glacial s'installa. Brigitte la toisa avec un mépris à peine voilé. « Tiens, tiens !» lança-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. La petite souris sort de son trou pour assister à notre triomphe. C'est touchant. Jérôme ricana, sortant son téléphone pour immortaliser la scène, probablement pour une future story Instagram. Élise ne répondit pas. Conformément au plan, elle baissa les yeux, s'assit et garda le silence, son visage une toile blanche où ils pouvaient se projeter toute leur arrogance. Le directeur de la banque, un homme impassible, commença la séance. Nous sommes réunis pour procéder à l'ouverture du coffre-fort numéro 772 au nom de feu M. Dubois. Madame Dubois, en tant qu'exécutrice testamentaire désignée, vous avez demandé l'accès. C'est à ce moment que Maître Lefebvre se leva. Pardonnez mon interruption, Monsieur le directeur, mais nous contestons formellement la validité du document qui désigne Madame Dubois comme exécutrice testamentaire. Le notaire de Brigitte bondit. C'est absurde. Le testament est authentique, signé et certifié. Brigitte foudroya l'avocat du regard. C'est la dernière manœuvre désespérée d'une petite intrigante. N'y prêtez pas attention. Maître Lefebvre resta d'un calme olympien. Dans ce cas, pour lever toute ambiguïté, la loi est claire. En cas de litige sur la succession, le coffre doit être ouvert en présence de toutes les parties concernées et son contenu inventorié par les notaires. Procédons donc. Prise à son propre piège, Brigitte ne put qu'acquiescer, le visage crispé par la contrariété. Elle était encore loin d'imaginer la nature du cataclysme qui s'annonçait. Le coffre fut apporté dans la salle. C'était une lourde boîte en métal. Le directeur utilisa sa clé, puis Brigitte, avec un geste théâtral, inséra la sienne. La porte s'ouvrit avec un déclic sec. À l'intérieur, il n'y avait ni lingots, ni liasses de billets, ni bijoux étincelants. Il n'y avait que deux objets, une enveloppe scellée à la cire et un disque dur externe. Le visage de Brigitte se décomposa. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» siffla-t-elle. Le notaire d'Élise prit l'enveloppe. « Ceci, madame, semble être le véritable testament holographe de M. Dubois. » Il brisa le sceau et commença à lire d'une voix claire. Le texte était court et sans équivoque. M. Dubois léguait l'intégralité de sa fortune, de ses biens et de ses entreprises à une seule et unique personne. Élise. Il la désignait également comme la seule exécutrice de ses dernières de volonté.
Un silence de mort tomba sur la pièce. Jérôme laissa tomber son téléphone sur la table. Brigitte devint livide. C'est un faux, un montage. Cette fille l'a manipulé jusqu'à la fin. C'est le moment qu'Élise choisit pour relever la tête. Pour la première fois, elle les regarda droit dans les yeux. Il n'y avait plus de peur dans son regard, seulement une pitié glaciale. « Manipulé », dit-elle, sa voix étonnamment forte et claire. « Je crois que nous devrions plutôt parler de votre persuasion. » Maître Lefebvre se connecta au grand écran mural de la salle de conférence. « Puisque nous parlons de persuasion, dit-il, écoutons donc ce que M. Jérôme avait à dire à ce sujet. » Il lance le fichier audio enregistré lors de la réception. La voix ivre et arrogante de Jérôme emplit la salle. Le vieil homme était complètement sénile. Heureusement que maman et moi avons su le convaincre de signer le bon papier. Il ne savait même plus ce qu'il faisait. Les amis de Jérôme, riant en fond sonore, ajoutaient à l'horreur de la scène. Brigitte se tourna vers son fils, les yeux exorbités. « Imbécile !» cracha-t-elle. Mais ce n'était que le début. Et maintenant, continua Maître Lefebvre, voyons ce que contient ce disque dur. Il inséra le disque dur. Une mosaïque de vidéos apparut à l'écran, les enregistrements des caméras cachées de la bibliothèque. Il cliqua sur une vidéo datée de 10 jours avant la mort de M. Dubois. L'image montrait Brigitte, debout devant son oncle assis, lui tendant un stylo et un document. « Signe, mon oncle, » disait-elle d'une voix faussement douce. « C'est juste une formalité pour tes impôts. » M. Dubois secouait la tête. « Non, Brigitte, je sais ce que c'est. Je ne signerai pas. » La vidéo suivante était encore plus accablante. On y voyait Jérôme, furieux, criant sur le vieil homme. « Tu vas signer ce papier? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous dois bien ça. » La violence verbale était choquante. Le notaire de Brigitte, le visage en sueur, recula de sa chaise comme s'il venait de toucher un serpent. Le coup de grâce arriva enfin. Maître Lefebvre lança la dernière vidéo, celle enregistrée par M. Dubois lui-même. Le visage du vieil homme, fatigué mais déterminé, emplit l'écran. Il s'adressa directement à la caméra, comme s'il parlait à la postérité. « À l'heure où vous verrez ceci, je serai parti. Mais la vérité, elle, demeure. Ma nièce Brigitte et son fils Jérôme ont tenté par tous les moyens de me spolier et de déshériter la seule personne qui m'ait montré une affection sincère, mon infirmière, mon amie, Élise. Ils croient avoir gagné, mais ils ont oublié une chose, je les connais. J'ai tout prévu. Ce testament, dit-il en brandissant le document qu'Élise tenait maintenant entre ses mains, est ma seule et unique volonté. Élise, mon rayon de soleil, pardonne-moi de t'avoir fait traverser cette épreuve. C'était le seul moyen de leur donner une leçon et de te protéger. Sois heureuse. Tu le mérites. » La vidéo s'acheva. Brigitte s'effondra sur sa chaise, un sanglot rauque s'échappant de sa gorge. Jérôme, le visage déformé par la panique, se leva d'un bond et tenta de fuir la pièce. Mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. 2 officiers de police entrèrent, suivis de la journaliste Cécile Moreau et de son caméraman, qui filmait déjà en direct. « Brigitte et Jérôme Dubois, » demanda l'un des policiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, abus de faiblesse, tentative d'extorsion et production de faux en écriture. » Alors que les menottes se refermaient sur leurs poignets, le flash des appareils photo crépitait. Dehors, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Le direct de la journaliste devenait viral. Les hashtags « Justice pour Élise » et les vautours Dubois explosaient sur les réseaux sociaux. Des milliers de messages de soutien affluaient. Le monde entier assistait, en temps réel, à la chute spectaculaire d'une dynastie construite sur le mensonge. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. L'arrestation de Brigitte et Jérôme Dubois, filmée en direct et diffusée sur toutes les chaînes d'information, fut le début d'un séisme médiatique et judiciaire sans précédent. La vidéo de la confrontation dans la banque a été vue plus de 50 millions de fois en moins d'une semaine.
L'histoire d'Élise, la jeune infirmière trahie, devenue l'architecte d'une justice implacable, a captivé la France entière, puis le monde. Le procès qui s'ensuivit fut l'un des plus suivis de la décennie. Les preuves étaient si accablantes que la défense de Brigitte et Jérôme s'effondra dès le premier jour. Les enregistrements, les témoignages et surtout la vidéo finale de M. Dubois ne laissaient aucune place au doute. Ils furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. La sentence fut exemplaire. 10 ans de prison ferme pour Brigitte pour fraude, abus de faiblesse et harcèlement, et 7 ans pour Jérôme pour complicité et diffamation. Le manoir, le yacht, les voitures de luxe, tout fut saisi pour rembourser les dettes et les dommages et intérêts. Leur chute fut aussi totale et publique que leur arrogance avait été insupportable. Pour Élise, la justice ne s'est pas arrêtée aux portes du tribunal. Conformément au testament de M. Dubois, elle hérita de l'intégralité de sa fortune. Mais la véritable richesse qu'elle découvrit ne se mesurait pas en euros. C'était la vague de soutien et d'amour qu'elle reçut du public. Des milliers de lettres, de messages, de fleurs affluèrent. Des infirmières et des aides-soignants du monde entier lui écrivirent pour la remercier d'avoir mis en lumière leur dévouement souvent invisible. Elle était devenue, malgré elle, un symbole de la victoire de l'intégrité sur la cupidité. La première chose qu'elle fit avec son héritage fut de racheter le manoir lors de la vente aux enchères. Mais elle ne le fit pas pour y vivre. Elle le transforma en une fondation, la Fondation Dubois-Soleil, dédiée à l'aide aux personnes âgées isolées et au soutien du personnel soignant en difficulté. La maison, autrefois théâtre de solitude et de trahison, devint un lieu de chaleur, de rire et de bienveillance. 3 ans plus tard, le contraste entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui était saisissant. Élise n'avait pas abandonné sa vocation. Bien qu'elle dirigeât la fondation, elle continuait de faire des gardes bénévoles dans un hôpital public pour ne jamais oublier d'où elle venait. Elle avait retrouvé l'amour, non pas avec un millionnaire, mais avec un jeune médecin urgentiste rencontré à l'hôpital, un homme qui admirait sa force et son grand cœur. Il vivait simplement, loin du faste, dans un appartement lumineux, avec vue sur un parc. L'histoire de sa vie, quant à elle, était devenue un phénomène. Netflix en avait fait une mini-série à succès et le livre qu'elle avait coécrit avec la journaliste Cécile Moreau était devenu un best-seller international, traduit en 20 langues. Elle donnait parfois des conférences dans des universités, non pas pour parler d'argent, mais de courage, de résilience et de l'importance de se battre pour ce qui est juste. Le destin de Brigitte et Jérôme fut une lente et douloureuse descente aux enfers. En prison, privés de leur statut et de leur argent, ils devinrent des parias. Après sa libération anticipée pour bonne conduite, Brigitte, ruinée et rejetée par tous ses anciens amis, trouva un travail de femme de ménage dans un hôtel de province, ironie cruelle du sort. Jérôme, à sa sortie, tenta de relancer sa carrière d'influenceur en se présentant comme une victime repentie, mais le public ne fut pas dupe. Il sombra dans l'anonymat, contraint de prendre un travail de vendeur dans un magasin de téléphonie. Ils avaient tout eu et ils avaient tout perdu, non pas à cause d'Élise, mais à cause de leur propre vide intérieur. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Votre sagesse collective est une source d'inspiration pour nous tous. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Elle parle d'un père de famille que tout le monde croyait faible, mais qui a préparé en secret une vengeance spectaculaire contre ceux qui ont tenté de détruire sa famille. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a donné de l'espoir ou vous a mis en colère contre l'injustice, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin.
Chaque j'aime est un vote pour la vérité et le courage. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie, lui donner la force de se battre ou simplement lui rappeler qu'il n'est pas seul. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. Merci pour votre soutien, vos commentaires et votre passion. Vous êtes la meilleure communauté qu'on puisse souhaiter. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, vous touchera droit au cœur.